Bienvenue dans ce troisième numéro de la Gazette du Visionnum, enfin de découvrir l'envers du décor de votre jeu de rôle magique Vivre à Poudlard. Parlons aujourd'hui plus en détail des mini-épisodes 11 à 13 de votre série déjantée préférée. Avant de parler anecdote, nous devons clarifier cette histoire de mini-épisode. Vous devez savoir que lorsque j'ai commencé à proposer le jeu de rôle Vivre à Poudlard à mes potes rôlistes, cela a énormément plu. Mais à l'origine, Vivre à Poudlard ne devait compter que la rentrée scolaire et la Coupe des 4 maisons pour cette première saison. Cependant, en publiant les premiers épisodes en 2019, tous les copains rôlistes, sans exception, m'ont demandé si IL pouvait rejoindre la campagne car ça avait l'air trop fun. Sauf que mon scénario, parce que oui, il y en a un, s'étale à l'origine sur 3 saisons, avec un gros événement par saison. Donc en l'occurrence pour la saison 1, il s'agit de la Coupe des 4 maisons, la saison 2 sera sur la Coupe de Quidditch, etc. etc. Je n'avais donc ni l'envie ni le temps de rajouter des intrigues, ni d'édulcorer ce que j'avais prévu pour ces grosses parties endiablées. J'ai donc refusé tout le monde sans aucun compromis. Et j'ai continué mon projet tel que je l'avais imaginé. Puis des personnes que je connaissais mais qui ne s'étaient jamais essayées au jeu de rôle, un peu comme Laura par exemple, ou la plupart des joueuses que vous allez découvrir lors de la Coupe des 4 maisons, ont commencé à me contacter pour savoir si IL pouvait s'initier au domaine du JDR sur du Vivre à Poudlard, qui leur semblait vraiment amusant. Et pas très compliqué en termes de règles, on va pas se mentir là-dessus. C'est là, après une trentaine de demandes quand même, et je n'exagère même pas, que j'ai réalisé que l'univers de Harry Potter était suffisamment grand pour permettre à beaucoup de personnes de s'éclater dessus sans pour autant perturber le scénario d'origine. Et même permettre de développer davantage les PNJ de l'œuvre pour mieux fédérer les rôlistes dans leur immersion. C'est alors que j'ai eu l'idée de proposer des mini-épisodes centrés sur le programme scolaire, afin d'une part permettre aux rôlistes de mieux mémoriser les sorts de l'univers, avec plus d'une cinquantaine de sortilèges, croyez-moi, personne ne lit la liste, se contentant des premiers sorts sous leurs yeux, et d'autre part permettre aux rôlistes de s'amuser sans avoir la pression de suivre absolument l'histoire. Cela peut paraître un peu bizarre pour les rôlistes pur jus, mais tout le monde n'a pas envie de suivre un scénario ni de vivre une campagne avec d'autres personnes. C'est un peu comme les jeux vidéo, il y a ceux qui adorent les RPG qui présentent de grandes épopées à faire en solo, tandis que d'autres sont plutôt jeux indépendants pour rigoler entre potes comme Among Us ou Stick Fight. Je réserve donc les événements clés pour les personnes sincèrement intéressées par l'intrigue, les épisodes spéciaux comme Halloween par exemple pour voir si ça peut convenir aux rôlistes de s'investir plus dans le projet ou non, et les mini-épisodes pour déconner avec les copains qui ont juste envie de rigoler et de se détendre. Tout le monde est gagnant, bien qu'avec du recul, la quantité de montage à réaliser pour votre dévoué MJ se révèle être un véritable challenge, pour ne pas dire un cauchemar ambulant. Et c'est ainsi qu'on arrive à 5 voire 7 saisons. Au secours, je suis trop corruptible, sauvez-moi de moi-même. En résumé, les mini-épisodes n'apportent rien d'exceptionnel à l'histoire, il s'agit de véritables shoots d'amusement pour le plaisir des rôlistes. Vous pouvez les skipper sans aucune crainte, bien qu'ils permettent de développer l'univers et les PNJ en apportant leur lot de délire. Bref, il me semblait important de faire cette parenthèse car ces mini-épisodes sont un peu aléatoires d'une saison à une autre, avec pour but de disparaître à un moment donné. Maintenant, revenons-en aux anecdotes. Du coup, première anecdote avec le personnage de Lumi. Il faut savoir que notre cher rôliste avait très envie de sortir de sa zone de confort. Lui, il aime les héros blonds aux yeux bleus, le genre mage ou chevalier à sauver la veuve et l'orphelin en se sacrifiant. Donc lorsqu'il a été invité à rejoindre l'aventure de Vivre à Poudlard, il avait envie de créer un chenapan, un garnement qui ferait des bêtises du haut de ses 12 ans. Mais voilà, il ne savait pas comment s'y prendre sans retomber fatalement dans le justicier empathique. C'est là que la joueuse Camille intervient. Elle a déjà une idée bien ancrée dans la tête. Elle veut une Serpentard qui a de grandes ambitions, de très grandes ambitions. Devenir la prochaine ministre de la magie, rien que ça. Son personnage exècre en plus les mange-morts, puisqu'ils ont essayé de foutre le sbeul il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, elle propose à Lumi de faire des persos en commun. 2 cousins unis par les mêmes valeurs. Chose que Lumi accepte moyennant de garder son perso chez Gryffondor, car en dépit de sa motivation à foutre le chaos à Poudlard, il veut voir son personnage évoluer dans le bon sens. Après moult discussions sur ce qu'il voulait, nous en sommes venus au fait que l'on pouvait tirer parti du background de Melvin Rookwood, fils de mange-mort et peureux notoire, pour mettre en évidence le fait que les familles de Edgar et Gwendoline détestent les mange-morts. Le but n'étant pas de bully gratuitement Melvin, je vous rassure, mais bien de faire évoluer les mentalités en formant doucement mais sûrement une solide amitié entre ces 3 personnages.
Pour la blague, Lumi et Camille souhaitent former une sorte de mafia d'étudiants dont Gwendoline serait la boss, Melvin le bras droit et Edgar le bras gauche en mode homme de main. Deuxième anecdote avec le nom de Edgar Good People. Lumi voulait absolument lui donner un nom allemand, mais pas n'importe lequel. Il a fini par choisir Ernst Gottfried Gut Hohenpfeffer, qu'il a composé lui-même. Et je m'excuse de mal prononcer ces noms, je ne parle pas du tout allemand. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, Ernst signifie sérieux, grave, qui a de l'importance. Gottfried pour Dieu. Gut, le bien, faire quelque chose correctement. Hohen qui peut signifier selon les origines ours ou joyeux, insouciant. Et Pfeffer pour joueur de fifre. Cela peut sembler un peu aléatoire sans contexte, mais il y a une private joke derrière et une signification importante pour comprendre le personnage. Pour commencer, Lumi avait en projet, un jour, de se créer une chaîne YouTube pour partager des parodies de jeux vidéo. Il s'était donc amusé à doubler certains personnages d'un jeu auquel il jouait à ce moment-là pour réinventer l'histoire de manière hilarante. Ainsi, il avait décidé que le but du protagoniste était de devenir un joueur de flûte, qui aimait chanter des chansons paillardes. À un moment, il m'a demandé de l'aide avec son projet en doublant un personnage féminin. Il avait l'idée d'un dialogue, mais ça ne rentrait pas dans le temps imparti. Donc j'ai fait le dialogue en mode YOLO, et j'ai commencé à déconner sur le fait que son personnage avait la voix du diable, que c'était parce qu'il chantait et jouait du fifre satanique que les guerres étaient engendrées. Ah oui, on est parti dans un gros délire, c'était tellement drôle comme projet. Et là, Lumi a découvert que le monde du montage était très chronophage, et a décidé d'abandonner l'idée d'une chaîne YouTube. Il n'existe qu'une, voire peut-être 2 vidéos sur ce joueur de fibres qui nous a fait mourir de rire jadis, il me semble. Il a fait donc un mix de prénoms pour obtenir grossièrement la signification d'un insouciant petit ourson qui se prend sérieusement pour un dieu, bon pour jouer du fifre. C'est tellement drôle et mignon, mais même s'il est l'auteur de cette mascarade, il n'arrivait pas à se rappeler le nom de son personnage. Peu importe à quel point on en parlait hors jeu, il a fini par choisir de le surnommer Edgar Good People par simplicité. Passons maintenant à Camille avec la 3e anecdote. Nous allons parler ici de la joueuse. Certaines personnes l'auront déjà compris, mais je préfère clarifier les choses. Camille est une femme trans qui utilise un logiciel de modification de voix pour se sentir plus à l'aise, notamment en réécoutant sa prestation en épisode. D'ailleurs, petit aparté, sentez-vous libre d'utiliser un logiciel de modificateur de voix si vous n'êtes pas à l'aise avec votre voix naturelle, peu importe que vous soyez trans ou cis. C'est l'avantage de pouvoir jouer en ligne. Il me semble que Camille utilisait à l'époque Voice Mode, mais à vérifier. Et je me permets de rappeler que ce JDR et la chaîne en général sont LGBTQIA+ friendly. Donc si vous avez un problème avec les personnes trans, ou qui ont une orientation qui ne vous convient pas, merci de prendre un porte-loin et de dégager rapidement des lieux. Je n'ai ni la volonté ni la patience d'être courtoise avec des personnes qui ont ce genre de mentalité. Et pour être honnête, quiconque dénigre mes amis mérite d'être sacrifié à Belzébuth. Un soir de pleine lune dans un pentacle rose fluo en dansant la Macarena aux côtés de poupées voodoo au style chuckinesque. Ça a l'air marrant dit comme ça, mais dans ma tête c'est beaucoup plus macabre. Flippez s'il vous plaît, flippez. Ou je sors Betty la batte de baseball, vous êtes prévenus. Bref, 4e anecdote. Lumi et Camille ont un lien de parenté dans la vraie vie. C'est pour ça que si vous avez l'impression qu'elles ont certaines similarités, vous avez vu juste. On m'avait beaucoup posé de questions à l'époque sur eux deux, mais je n'en dirai pas plus sans leur accord. C'est d'ailleurs pour cette raison que le duo Edgar-Gwendoline est incroyable. Je vous invite vraiment à les découvrir lors de la Coupe des 4 maisons dans laquelle ils sont juste à mourir de rire. 5e anecdote. Pour revenir sur Gwendoline, vous devez savoir que Lumi et Camille ont pensé leur personnage en symbiose. C'est-à-dire que les deux commencent par malmener Melvin pour devenir finalement ses meilleurs amis un peu tordus sur les bords. Le but des deux personnages est d'entrer au ministère de la magie, l'un en tant qu'Aurore, l'autre en tant que ministre successeuse de Hermione Granger, mais en beaucoup plus stylé. Et les deux personnages vont avoir le béguin pour le même PNJ que vous découvrirez lors de la Coupe des 4 maisons, notamment chez Serdaigle. Petit indice, son nom de famille sera Griffin. C'est un gros indice en fait, je suis en train de me rendre compte. 6e anecdote sur le personnage de Gwendoline Vaudeuil. Elle a une véritable fixette sur l'homme idéal car, étant la première sorcière après une longue lignée de craquemolage, elle souhaite se marier avec un beau, talentueux et puissant sorcier pour faire un héritier sorcier exceptionnel, digne de la famille Vaudeuil. Toutefois, Gwendoline l'ignore encore, mais elle est en réalité lesbienne. Elle ne trouvera donc jamais vraiment chaussure à son pied, à moins que...
En tout cas, sachez que le premier amour de Gwendoline est en réalité Nabila Serdassier. Fun fact imprévu et pas encore confirmé, mais qui me fait assez rigoler parce que autant Lumi que Camille ne sont pas au courant l'un l'autre, mais sachez que potentiellement Nabila est également le premier amour de Edgar. Ces deux tarés me font mourir de rire dans leur façon de penser similaire, alors qu'elles ne sont pas du tout concertées sur ce sujet en particulier. C'est vraiment trop drôle. 7ème anecdote, et cette fois on va parler de Slime. Pour commencer, Slime fait beaucoup de bruitage pendant son jeu. Vous devez savoir que c'était un peu indépendamment de sa volonté, car la Miss avait décidé de manger à ce moment-là. Si j'ai réussi à cutter tous les bruits de bouche, cela n'enlève pas le fait qu'elle dévorait sa pizza toujours au mauvais moment. Et une fois qu'elle avait fini, elle a basculé sur des gâteaux, ce qui fait que pour me répondre, elle a fait des onomatopées plutôt qu'autre chose pendant toute notre partie. Les fameux Vous ajoutez à cela la fatigue qui fait qu'elle cherchait souvent ses mots, et vous obtenez une interprétation très drôle. Je me suis beaucoup amusée in-game, beaucoup moins au montage ceci dit, où j'ai clairement tranché dans le lard, comme une barbare pour enlever les sons parasites. C'est d'ailleurs depuis cette partie que je demande systématiquement aux gens qui veulent absolument manger pendant l'enregistrement, soit de se mute quand il y a d'autres personnes, soit de faire une pause complète quand on ne joue qu'à deux. Mange ton repas, on joue après. Peu importe si on perd 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes, mange avant. Cela peut sembler évident, mais pas pour tout le monde en réalité, car tous les rôlistes n'enregistrent pas leur partie, et la plupart des gens n'ont pas de sensibilité à entendre des bruits de mastication. D'ailleurs, 8ème anecdote sur la durée des épisodes. En moyenne, les mini-épisodes durent entre 45 minutes et 1 heure environ. Pour Lumi, j'ai coupé 2 scènes. La première, c'est celle où il cherche un nom et un prénom pour Gisabella Riouvelle. Il est allé sur internet et on a perdu une quinzaine de minutes, le temps de ses recherches car rien ne lui convenait vraiment. La deuxième scène qui a été coupée, c'est à la fin au moment où Edgar jette son sandwich. Il tombe sur Nabila qui va le soupçonner d'avoir embêté Melvin. Le ton va vite monter et ça va finir en duel dans les couloirs. Nabila va gagner le match d'une manière que Lumi a adoré. Je pense d'ailleurs que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de faire crusher Edgar sur la petite blondinette. Pourquoi ne pas avoir gardé la scène alors ? Lumi a eu un coup de fil qui nous a obligés à arrêter de jouer. On n'a jamais pu trouver un autre créneau pour finir la scène convenablement avant que ce ne soit le moment pour moi de publier l'épisode en question sur internet. En 2019 donc. Plutôt que de proposer une scène coupée en plein milieu, j'ai décidé de terminer l'épisode avant pour votre confort personnel. Et je trouve que finir sur le lancer de sandwich est juste exceptionnel. Pour ce qui est de l'épisode 12 avec Gwendoline, il y a eu très peu de montage en vrai. Ça a duré moins de 45 minutes de mes souvenirs et tout ce que j'ai eu à faire c'était de couper les petites pauses entre deux scènes pour que l'épisode soit plus fluide. C'est tout. Et je peux vous jurer que monter un épisode aussi court et facile que celui-ci, c'est un pur bonheur parce que littéralement, je n'avais rien à faire de plus comme travail de montage. A contrario, l'épisode 13 avec Slime en réalité durait 2 heures. 2 fucking heures. Je vous passe les détails, c'est assez personnel, tout n'est pas de la faute de son inattention ni de la pizza, mais il est vrai que ce n'était pas le meilleur moment de jouer pour elle. Que cela ne tienne, ça a pris du temps, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Fou rire sur fou rire, quelque chose de dingue cette partie. Si vous avez aimé le jeu de Slime, vous pourrez la retrouver en 4e année avec plus de sortilèges et de délire à son actif. Et de manière plus cadrée pour le meilleur du rire. Promis, moins d'onomatopées et plus de phrases construites aussi. Vraiment, vous allez l'adorer. Pour la 9e anecdote, je vais vous demander d'avancer jusqu'au timer affiché sur l'écran pour ne pas être spoilé sur les petits indices disponibles dans chaque mini-épisode de la saison 1 de Vivre à Poudlard. Car oui, il y en a, même si c'est vraiment très minime. Attention, 3, 2, 1, spoiler! Déjà concernant le 11e épisode avec Edgar Good People incarné par Lumi, si vous avez regardé complètement le 2e numéro de la Gazette du Visionnum, vous savez qu'il y a un loup-garou au sein de l'école. Et le fait que le cours du professeur Serdassier porte sur la lycanthropie et le moyen de s'en protéger est un super rappel de cet indice.
D'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, un abonné du nom de Cyranius Genius, qui a réussi à me retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube en mode détective privé en herbe, le nouveau Sherlock Holmes des temps modernes, avait un peu grillé l'idée en regardant l'épisode. Il avait relevé en commentaire que c'était bizarre que je parle autant de lycanthropie, mais il a vite laissé l'idée de côté. Après tout, c'était un cours dédié aux loups-garous, donc pas si étrange que ça, mais un peu quand même. Eh bien, je dois dire que c'était une très bonne intuition. Lors de l'épisode 12 avec Gwendoline Vaudeuil incarnée par Camille, on aborde doucement la division entre les sans-mêlés et les sans-purs. Ce débat va prendre de l'ampleur au fil des saisons au point de créer des dissensions au sein des élèves. Sachez que le grand Oberot, l'antagoniste de ce jeu de rôle, va utiliser cette différence pour diviser les gens afin de mieux régner. Faites donc attention aux personnages qui semblent plus tirer parti de cette division sans en être impactés. Un peu comme un caméléon qui, mine de rien, est accepté par les deux oppositions sans que cela ne pose de problème. Pourtant, en dépit de l'idéologie de chacun, on ne peut pas tricher avec le fait d'être de sang pur ou de sang mêlé. Gardez donc l'œil ouvert sur la personne qui prétend être l'un ou l'autre, selon les personnes qu'elle va rencontrer. Un bon méchant sait s'adapter pour mieux piéger sa cible. Dans le 13e épisode avec Slime Erdic Lavie, incarné par Slime, l'indice en lui-même brille par son absence. On va donc parler oiseaux, et notamment oiseaux de proie. Lors de l'épisode, Slime doit capturer un pigeon, un canard, un pivert, une hirondelle, un ibis, un colibri, une mésange et un canari. À la fin, quand elle-même lance le sort, celui-ci se transforme en rossignol. Comme vous pouvez le constater, que des oiseaux inoffensifs. Et pour cause, seuls les adeptes du grand Oberot sont capables de matérialiser un rapace, à l'exception des oiseaux nocturnes comme les hiboux et les chouettes. Cet indice ne marche que pour les sorts de transformation, donc les patronus ne comptent pas dans cet indice. D'autant plus que la plupart des rôlistes prennent le patronus qu'elles ont obtenu sur le site de Wizarding World. Certaines personnes peuvent donc avoir un patronus aigle par exemple, sans que cela ne fasse de cette personne quelqu'un de suspect. Cet indice est très subtil, j'en conviens. Il deviendra d'ailleurs plus évident avec le temps, surtout lorsque les rôlistes commenceront à utiliser le sort Avifort pour transmettre des messages plutôt que de s'embêter à aller à la volière. Et je vais vous demander de ne pas faire d'amalgame douteux avec le professeur Maleficius, car en l'occurrence, il ne fait que suivre le programme scolaire en apprenant le sortilège Avifort. Comme pour Eddie d'ailleurs, même si les deux personnages sont liés d'une manière, l'apprentissage des sorts n'a de but que de servir les rôlistes. Ce n'est en aucun cas un indice sur l'intrigue. Le seul indice ici, c'est la forme que prend l'oiseau qu'invoque le lanceur de sortilège. Et c'est ainsi que je vais vous demander de lever vos baguettes pour lancer le sortilège d'abonnement afin de ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas de préparer un seau rempli de dragées surprises de Bertie Crochu pour regarder la suite de votre série déjantée par excellence. Bisous magiques!